Le logement, on en parle tout le temps, mais on oublie souvent le nerf de la guerre, le terrain. Comment on fait quand il devient si rare, si cher? C'est vraiment ça qui conditionne tout le reste, le neuf, l'ancien. Absolument. C'est un sujet fondamental et qui est peut-être resté un peu trop dans l'ombre pendant longtemps. Alors aujourd'hui, on va essayer d'explorer un peu ça ensemble, comment on pourrait, je sais pas, recréer une forme d'abondance foncière. Notre mission, si on l'accepte, décortiquer un peu les mécanismes, les solutions qu'on voit émerger. Oui, et les tendances sont fortes, hein. On voit bien les coûts qui grimpent en flèche, les nouvelles règles environnementales aussi qui changent pas mal de choses sur l'usage des sols, et puis cette concentration géographique qui persiste, ça c'est clair. Ah oui, les chiffres sont assez parlants entre 2023 et 2024. Le budget moyen pour construire une maison, hop, plus 10%. Et c'est tiré par quoi? Le prix des terrains, plus 15,6%. C'est énorme. C'est considérable. Il y a l'inflation, bien sûr. Mais il y a aussi ce désir d'espace. On veut tous notre jardin. Même si, bon, au final, beaucoup doivent se rabattre sur plus petit, faute de moyens. Tout à fait. Et en plus de ça arrive la logique du zéro artificialisation nette, le fameux ZAN. Ah oui, le ZAN. Ça change complètement la donne. La sobriété foncière, bon, elle s'impose. Donc l'avenir, c'est réutiliser ce qui existe déjà, c'est optimiser les parcelles, le fameux construire dans son jardin, le BIMBI, et puis bien sûr la densification. La densification. C'est le maître mot, on l'entend partout pour loger plus de monde, mais comment on densifie sans que les prix s'envolent? La maison individuelle, même si elle est plus dense, mitoyenne, à étage, elle reste quand même une solution, non? Oui, c'est une partie de la réponse, bien sûr, mais la densification via l'habitat collectif, elle est incontournable, surtout dans les zones tendues. Le vrai casse-tête, c'est l'équation économique en fait. Comment on rend cette densité abordable? Oui. Parce que le coût de construction, si on inclut le terrain, il peine à passer sous les 3 000 € du mètre carré. Ah oui. Alors que le budget médian des ménages qui veulent acheter, il est plutôt autour de 2 500 €. Donc il y a un écart, hein, clairement. Il y a ce paradoxe aussi. Tout le monde veut vivre près des métropoles ou sur le littoral. Exactement. Là où le foncier est rare et hors de prix. Ces fameuses zones A et B1, ça représente quoi? 6% du territoire? C'est ça, une toute petite partie. Et pendant ce temps, d'autres territoires se vident, peinent à garder leurs habitants. Ce qui montre bien l'urgence d'un rééquilibrage territorial, d'une planification qui répartit mieux l'attractivité, qui soutient peut-être la réindustrialisation, là où justement il y a du foncier disponible. Et puis, il faut aussi repenser nos bâtiments, sortir de l'usage unique un peu figé, aller vers plus de réversibilité, La réversibilité. c'est-à-dire concevoir des bâtiments qui peuvent changer de fonction facilement. Pensez au village olympique, par exemple, transformé en logement, en bureau, D'accord, je vois. et sans oublier les normes de stationnement. Ça consomme énormément d'espace. Il faut vraiment les adapter aux nouvelles mobilités. Moins de voitures solo. Et la fiscalité dans tout ça, est-ce qu'on pourrait l'utiliser plus intelligemment? On entend des idées comme taxer plus fort les terrains nus qui deviennent constructibles grâce aux aménagements publics, ou alors inverser la logique des plus-values pour inciter à vendre plutôt qu'à garder sous le coude. Oui, ce sont des pistes intéressantes. Une autre idée qui circule, c'est de reverser une partie de la TVA des constructions neuves aux communes. Celles qui créent de la valeur foncière par leur plan d'urbanisme. Ça pourrait les motiver à construire plus. Ah, ça c'est malin. Et n'oublions pas les friches. Leur potentiel est souvent sous-estimé. Bon, la dépollution coûte cher, l'évaluation est complexe, mais il y a sans doute des opportunités abordables là. Et puis, bien sûr, le rôle des élus locaux est crucial. Il faut pouvoir adapter les grandes décisions nationales à la réalité du terrain. Ça, c'est fondamental. C'est vrai qu'en France, on n'aime pas trop la hauteur, hein. Construire plus haut, ça crispe souvent. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on dépasse un peu ça, collectivement? Montrer qu'une densité bien faite, ça peut être beau, ça peut être désirable. Absolument, je pense que oui. La surélévation des immeubles existants, par exemple, c'est une solution technique qui a beaucoup de potentiel. Surtout avec des matériaux comme le bois, qui sont plus légers. On crée des logements sans toucher à un nouveau mètre carré de sol. On optimise ce qui est déjà là. Et ça peut même aider à financer la rénovation énergétique du bâtiment en dessous. Exactement. Le défi, c'est de rendre ces techniques plus abordables, plus systématiques quand on rénove. Bon, on voit bien la complexité de tout ça, loger tout le monde là où les gens veulent être, sans bétonner partout et en maîtrisant les coûts. C'est un sacré défi. C'est la fameuse quadrature du cercle, oui. Les outils techniques, les outils réglementaires, fiscaux, ils existent ou on peut les améliorer. Mais bon, leur efficacité, elle dépendra d'une mobilisation collective. Et peut-être, oui, d'un changement de regard sur notre façon d'habiter, d'occuper l'espace.
Et pour finir, peut-être une question un peu plus profonde. Au-delà des règles, des taxes, finalement, quelle valeur on accorde vraiment au sol sur lequel on vit? Est-ce qu'on est prêt à repenser nos habitudes, nos désirs pour mieux partager cette ressource qui est limitée et la préserver pour demain? Voilà, de quoi réfléchir un peu.